Nous sommes une société en mutation. Société en mutation démographique. Et les choses ont changé, le climat a changé. Donc, quand les gens cultivaient avant 5 hectares, tout le monde avait à manger. Mais aujourd'hui, par le fait que la terre a été totalement lessivée, les rendements ont baissé. Même ces 5 hectares, si on les cultive normalement, on ne peut pas faire manger les gens parce que les rendements ont baissé. Alors comment faire pour que ceux qui sont au niveau du monde rural puissent véritablement se nourrir et nourrir les autres? Parce qu'en même temps, les villes sont en train de s'agrandir. Finalement, comment maintenir cet équilibre entre ville et campagne en essayant de promouvoir des pratiques intéressantes? Comment éviter que les jeunes viennent à Bamako pour vendre des cartes de crédit? Depuis une quinzaine d'années, l'agriculture sahélienne et le monde rural en général sont confrontés à de profondes mutations. Les instances étatiques se sont retirées suite au programme d'ajustement structurel initié par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans les années 80. Les paysans sahéliens, face aux idées de productivisme sur le modèle occidental prôné par l'État, doivent s'adapter et trouver des alternatives viables par eux-mêmes. À Somankidi, Ladji Nyangane et ses confrères, conscients de cette réalité, ont fait le pari de l'agroécologie. Nous avons créé en 1978-79 la première coopérative agricole multifonctionnelle en République du Mali. Le choix définitif, le choix économique, le choix politique, le choix aujourd'hui de la condition économique des producteurs, c'est l'agroécologie. Parce que nous préservons notre environnement, nous préservons les consommateurs, nous préservons en même temps l'économie de nos pays. Le Mali par année investit des milliards et des milliards pour l'engrais chimique, qui n'est même pas produit chez nous. Et vous voyez qu'au plan économique, déjà, ça nous pose des problèmes. La disponibilité et en même temps le coût. Le coût de l'engrais aujourd'hui, il faut reconnaître, si elle n'est pas subventionnée, elle n'est pas à la portée du producteur malien. Donc c'est pourquoi le choix pour nous, c'est de faire l'agriculture, l'élevage, pour profiter en tout cas de la production fumière, pour que vraiment on développe en tout cas cette agriculture biologique et écologique. La banane, nous l'avons essayé il y a quelques 20 ans de cela. Et lorsque nous avons voulu tenter de le faire, on nous a fait comprendre qu'à Caille, il fait très chaud, que la banane ne peut pas réussir. Et aujourd'hui, il faut dire que cette production, nous la faisons maintenant depuis plus de 20 ans. Nous avons une production plus élevée qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est réputé d'être producteur de bananes. Parce qu'actuellement, nous, dans les meilleures des conditions, nous faisons 60 tonnes à l'hectare, comparativement à la Côte d'Ivoire qui tourne entre 45-50 hectares. C'est pour dire que quand on a le soleil, quand on a de l'eau, quand on a le paquet technologique, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas l'agriculture, qu'on ne réussisse pas un certain nombre d'activités. À Douchi, au Niger, Djibotowe est chef exploitant dans une ferme de spiruline qui fonctionne également sur le modèle agroécologique. La spiruline est une algue aux importantes valeurs nutritives et très utilisée dans la zone sahélienne pour pallier à la malnutrition et lutter contre les maladies. La spiruline est une microalgue alimentaire qui se développe dans certains lacs des régions tropicales. Et ici, le milieu de la spiruline a été copié, ce qui nous permet de la cultiver dans des bassins. La ferme agroécologique consiste donc à utiliser dans la culture des intrants locaux qu'on trouve sur place, qui ne portent pas atteinte à l'environnement, qui puissent donc donner un rendement aussi intéressant dans le domaine de la culture.
L'agroécologie est avantageuse parce qu'elle ne porte pas atteinte à l'environnement. Les mêmes produits donc, qui viennent de l'environnement lui retournent sans créer de dommages. Et généralement aussi, ça permet de produire à moindre coût. Ça part du principe, c'est quelque chose que nous connaissons, ça part du principe, ça permet d'avoir une agriculture durable, ça améliore la santé. Et troisièmement, c'est encore plus durable. Par exemple, les produits bio, aujourd'hui, il est plus facile de les conserver plus longtemps que si vous voulez conserver. Parce que nous avons aujourd'hui des gens qui faisaient des potirons. Ils mettaient des engrais. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas les conserver plus d'un mois. Alors que dans le temps, avec les techniques bio, tu peux les conserver pendant 1 an. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, c'est pour cela que les gens ont compris. Non, mais ce qu'on faisait dans le temps était meilleur pour nous et nous rapportait plus que ce qu'on est en train de faire. C'est économique parce qu'avec l'agroécologie, vous dépensez moins. Vous pouvez produire vous-même vos semences, vous pouvez produire vous-même vos engrais, vous pouvez restaurer vous-même vos sols. Vous utilisez moins d'eau, par exemple, pour l'irrigation, donc c'est économique. Mais aussi, c'est pragmatique parce que là, on sait que ça produit. On gagne. On se trouve dans une situation où l'agriculteur est livré à tout le monde et tout le monde peut venir faire sa loi. Et c'est le paysan seul qui prend les pots cassés parce que quand vous investissez dans ces semences hybrides, dans ces pesticides, dans ces herbicides et qu'il ne pleut pas, par exemple, ce qui arrive très souvent dans le cadre de nos saisons de pluie, vous êtes le seul à avoir le mauvais rendement. Personne n'est là pour vous soutenir. Le paysan est laissé pour compte, ça c'est évident. Vous prenez le budget national, moins de 20% du budget national est consacré à l'agriculture. Et quand on sait aujourd'hui que 80% de la population malienne et rurale vit dans le milieu agricole, qu'est-ce qu'on fait pour ces 80? Tant qu'il n'y a pas d'investissement qui donne la possibilité aux gens d'accéder à certains biens publics auxquels ils aspirent, ils vont se déplacer. Nous avons les terres, nous avons l'eau, nous avons les hommes. Et pour éviter même cette immigration des jeunes, cette forte exode rural aujourd'hui, c'est d'améliorer aujourd'hui le cadre de vie dans le milieu rural. Le premier ingénieur, c'est l'agriculteur qui est dans son champ, qui vit le quotidien. C'est l'éleveur qui vit avec son troupeau. C'est le pêcheur qui vit avec l'eau. Alors, c'est des ingénieurs. La différence, c'est qu'ils n'ont pas été à l'école des Blancs pour apprendre toute cette technologie-là. Alors, mais ils ont leur propre technologie qui a été transférée de parents à grands-parents. Et les gens qui sont là, ils ont 50 ans d'expérience. Comment tu vas venir parce qu'avec ton doctorat et tu ignores que l'autre a aussi une grande capacité? Quand les formateurs viennent, ils viennent nous regrouper. Ils ne nous demandent pas, ils viennent seulement, j'ai un thème que vous devrez faire. On fait comme ça, on fait comme ça. S'ils nous demandent, il a ses expériences, on a notre expérience. Si on les colle, ça va bien marcher. Mais ce n'est pas le cas. Lui, il a des choses à nous dicter, nous aussi on fait. Souvent, on ne l'écoute pas, on dit oui, mais on continue à notre travail, on ne l'écoute pas. Vous, en tant que paysan, quand vous ne voyez pas le résultat, vous n'acceptez pas. Et si la personne déjà, à son introduction, il ne tient pas compte de vous, de vos contextes, de vos connaissances, voilà, par exemple, il ne s'assoit pas avec vous, il ne boit pas votre eau, déjà, vous ne l'écoutez même pas. Il y a les théoriciens, il y a les praticiens. Eux, ils ont fait les grosses écoles, ils ont beaucoup appris, ils connaissent la théorie. Et nous ne connaissons pas la théorie, nous c'est la pratique qu'on connaît. On a la main dans la pâte. Ce qui fait qu'on ne peut pas se comprendre, c'est que tout ce que tu apprends à l'école, si tu essaies d'appliquer ça, tu n'auras pas de contrepartie. Alors que nous, ce que nous voudrons, qu'ils se mettent à l'école des paysans pour pouvoir apprendre et donner un plus. Et vous avez vu, tous les grands ingénieurs, ils ont accepté ce qu'on leur a dit. On ne devient grand ingénieur que lorsqu'on passe par les paysans. Et tous ceux qui ont refusé de passer par les paysans, ils sortent par la petite porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de collaborer avec nous. Si on n'amène pas les bureaux dans les champs, on va nulle part. Et on est d'accord avec toi. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de former des associations de grande échelle au niveau national pour que ces gens que nous voyons là puissent nous suivre. Et non, ce n'est pas à nous de les suivre.
C'est à eux de nous suivre. Depuis 2010, l'ONG Suisse Contact et l'Union européenne développent le projet Sahel Agroformation qui a pour objectif de mettre en place des systèmes de formation professionnelle, agricole et rurale axés sur la demande. Il ne s'agit pas de former directement des bénéficiaires, mais de bâtir des dispositifs de formation pérennes et décentralisés, accessibles aux producteurs et productrices ainsi qu'aux jeunes ruraux. On a démarré avec Sahel Agroformation en faisant une analyse du contexte du système agricole en général, des politiques agricoles, du contexte historique, et d'essayer de comprendre quelle était la demande des paysans. La préoccupation de fond de ce programme, c'est d'abord de comprendre la manière dont les organisations se préoccupent du renforcement de leurs capacités et réalisent les formations. Et elles voudraient bien comprendre c'est quoi une formation utile. Dans la zone sahélienne, on a affaire à des terres qui sont déjà pauvres et qui sont soumises à des très fortes contraintes d'érosion. Ça nécessite pour l'exploitant de mettre toujours davantage d'engrais. Ces engrais sont coûteux et détériorent la rentabilité de l'exploitation, d'autant que les prix actuellement sur les marchés mondiaux comme sur le marché national restent quand même très bas, malgré une forte demande. Résultat, la petite exploitation devient de moins en moins rentable et son principal facteur de production se dégrade, c'est-à-dire la terre. L'idée des Suisse Contact, c'est de comprendre quelle est la compréhension d'une formation dans une organisation qui se veut une organisation pratique et qui est composée des exploitants ou des exploitantes qui sont dans le champ. On a pris en compte cette demande paysanne qui était de travailler sur la fertilité des sols. Jusqu'à présent, cette demande a très peu été prise en compte. On fait des formations dans le domaine productif et on ne travaille pas sur cette question du sol en tant que tel. Donc, très logiquement, on a orienté notre projet vers la demande des paysans. On a développé des formations relatives à la fertilité des sols. Vincent Charpentier est maître formateur au CESAO de Niamey au Niger, ce qui veut dire qu'il forme des paysans formateurs à des techniques agricoles écologiques adaptées afin qu'eux-mêmes puissent ensuite retransmettre ces connaissances à d'autres agriculteurs. Ces formateurs sont appelés relais paysans. Et deuxièmement, il y a une photo qui montre que le vent a emporté le sable et laissé les roches. Si on fait parce que les arbres, on les fait dans des endroits pareils. Ici, nous allons travailler en 2 temps en réalité. On travaille d'abord en français parce que malheureusement, c'est ma seule langue de communication. On va retravailler la même formation où ils vont travailler en langue vernaculaire. À ce moment-là, leurs confrères vont critiquer la manière dont le premier va animer, non seulement au niveau contenu, mais aussi en matière d'attitude vis-à-vis du public cible. On donne aux formateurs dans un premier temps, mais donc aux producteurs dans un deuxième temps, les bases essentielles pour comprendre les différents processus, sachant bien qu'on est dans un contexte de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on va simplifier au maximum au risque de ne pas être scientifiquement parfaitement exact, mais au moins on va donner aux producteurs des mécanismes pour comprendre les choses. Après ça, le paysan, en écoutant ces généralités, va comprendre que dans son contexte, il a intérêt à s'orienter vers telle ou telle production. Jean est venu nous former en 2006. Il a fait 3 mois chez nous avec 20 producteurs et productrices. Il est venu dire comment on organise le jardin. Les périodes à laquelle tu dois mettre du laitue, les périodes à laquelle tu dois mettre du maïs, quoi là. Il nous a montré. À cette période, mars-avril, si tu as du laitue, ça ne mange pas parce que c'est amer. Il nous a fait savoir que si le soleil tape, ça va devenir amer. Mais comment faire? Il faut mettre des trucs qui cassent les rayons solaires. Ça veut dire de mettre le maïs autour des planches comme ça. Ça freine la chaleur qui tape la salade. Donc vraiment, ces formations-là sont très utiles. Moi, je suis un alimentaire endogène. Je suis producteur. J'ai mon champ du mil, du sorgho et j'ai un jardin. Donc j'encadre mes parents. Là, j'ai en main le module qu'on est en train de suivre, qui est la connaissance de la plante et du sol. Un module élaboré par Vincent
mais amélioré par les paysans. Parce que nous, quand on élabore un module, on l'expérimente et on voit si ça colle avec la vision et le contexte des paysans. Eux, ils l'améliorent et on la finalise. Donc c'est un module-là qui est finalisé, qui a été amélioré au Mali et au Niger. L'autre module que j'ai, c'est un recueil de techniques et de pratiques paysannes. Donc là, tout ce qu'il y a dedans, dans ce module, c'est des pratiques que les paysans ont eux-mêmes innovées. Sur le modèle du module en pédologie, un module de formation sur le thème de l'élevage a également été créé à travers le système de formation endogène. Plus récemment, un groupe de 30 relais paysans ont corrigé et adapté 70 fiches techniques en agroécologie. Ils se sont tous retrouvés à Sélingué, au Mali, pour la validation de ces fiches. Récolte et conservation de fourrage vert, fenaison. Objectif pédagogique, être capable de définir ce que c'est la fenaison, appliquer la technique de la fenaison, connaître son objectif, ses avantages et ses inconvénients. La finalité de ces fiches, c'est d'avoir une ressource pour faire des formations dans le domaine agroécologique à destination des paysans. Les fiches sont créées par les paysans eux-mêmes avec notre appui technique. Donc nous avons apporté la méthodologie et eux ont apporté le contenu. Gafe mi ambeka labeni, gafe nunu abeka laben anw yere de fe, abeka labeni anw yere hakililari. Donc o gafe mu beka laben, o ti dɔwɛrɛ ye ɲiningali sew ne b'a kɔnɔ min bɛ se k'a to faamuya bɛ se ka sɔrɔ an b'a fɛ ka min kɛ ani an b'a fɛ ka taa min. Parce que n'i ko i ka baara kɛ fɛn kan ni i k'a dɔn e yɛrɛ i bɛ bɔ min i bɛ taa min n'i y'o dɔn baara kɔnɔna na baara bɛ nɔgɔya i bolo. Nous avons avec la CNOP, donc les relais, défini eux leurs besoins en agroécologie. Qu'est-ce qu'ils entendent par agroécologie? Donc suite à la définition qu'ils ont donnée, nous avons pris les outils de formation qui ont été collectés et analysés, qui ont un lien avec la définition qu'ils ont donnée de l'agroécologie. Ensuite, toujours en tenant compte de leur définition, nous avons essayé de faire un référentiel qui regroupe les systèmes de production agroécologiques et les pratiques agroécologiques. Donc, hakila kumabaw ka se ka bɔ ka ɲɔgɔn bilasira pour que an yɛrɛ bɛ sɛnɛ baara min kɔnɔ o sɛnɛ baara bɛ se ka yiriwa an bolo cogo min an bɛ se ka du ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min sigida bɛ se ka to a cogo da cogo min baara bɛ boli o de kan. Nous avons perdu tout ce que nous avions presque parce que c'est pas écrit. Nous voulons l'écrire, le répertorier et faire des données, des banques de données pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent les exploiter dans le futur. Les 70 fiches issues de cet atelier pourront ensuite être utilisées comme outil d'appui à la formation par d'autres paysans. Mariam Sissoko est également relais paysan. Elle forme d'autres cultivatrices en s'appuyant sur ces fiches. Kalan bɛɛ n'a tagabolo de don. N'i b'a fɛ ka kalan ɲuman yɛrɛ kɛ, i b'a sɛnbɛ fɛn de la mɔgɔw mago bɛ fɛn mun na. Comme déjà dugukolo de ye sɛnɛkɛlaw ka minan ye, o ye baara kɛ n'a ye. N'i ye kalan min na o la, mɔgɔw b'a lamɛn kosɛbɛ parce que o de y'u ka minan ye. N'i tilala tuguni gɛlɛya mun b'u yɛrɛ la, u la yɛrɛ, n'i ye kalan sen b'o la, o bɛ kɛ sababu ye u ka kalan faamu. Mɔgɔkɔrɔba kalan de don, a tɛ komi i bɛ na ni fɛn ye k'i b'o fugula de don, i b'a biri u kunkolo la. Olu bɛ dɔ dɔn, e bɛ dɔ dɔn. Aw b'olu fila de fara ɲɔgɔn kan. Ɲuman minnu b'olu la, aw bɛɛ bɛ jɛ k'olu tɔmɔ, k'o kɛ kalan ye mun bɛ se k'aw bɔ aw nɔrɔ ka se yɔrɔ wɛrɛ. Nka an bɛ a kɛ cogo di pour que u ka faamu joona, an b'u sanga ɲɔgɔn ma. An b'a daminɛ u ka gɛlɛya jɔnjɔnw na, an b'u sanga ɲɔgɔn ma. An yɛrɛw minnu ye karamɔgɔw ye, an mana minnu kalan, an b'olu ɲɔgɔnnaw k'an ka yɔrɔ la. Sini ma sinikɛnɛ n'an bɛ mɔgɔw la kalan, an bɛ taa yir'u la. U b'a dɔn k'a fɔ an bɛ mun fɔ la, kuma fu tɛ. An b'a fɔ, an yɛrɛ b'a kɛ, an b'a sanga mɔgɔw ta ma, an b'olu fana bilasira kalan na. Kalan in mun n'an bɔra k'a kɛ sisan, n ye hakilina kura caman sɔrɔ a la min bɛ n bila ka se ka baara ɲuman kɛ n ka foro kɔnɔ ani ka n ka foro dɔn n'a ka ɲi n'a man ɲi, ka dugukolo dɔn n'a ka ɲi n'a man ɲi. Ni n taara sisan n bɛ n ka foro lajɛ yɔrɔ minnu tɛ ka ɲa n b'o hakili jakabɔ o kan k'a dɔn dugukolo in bana mun b'a la nin kalan in bɛ n bila n b'o dɔn n b'a furakɛ cogo min na
y'o fana sɔrɔ kalan in na n bɛ se k'o walew kɛ bi. sɛnɛkɛla ɲuman mɔgɔ min tɛ bɔ a ka foro la ale waati bɛɛ a b'a ka foro la samiya de don tilema de don wa a b'a ka foro la parce que o de la a b'a dɔn bi n ka kan ka mun kɛ sini n ka kan ka mun kɛ mun bɛ mun ɲɛ samiya kɔnɔ. sɛnɛkɛla ɲuman fana ye mɔgɔ min bɛ wuli joona mɔgɔ min b'a ka foro labɛn a b'a ka foro labɛn ka kɛɲɛ ni tile a b'a ka foro labɛn ka kɛɲɛ ni fiɲɛ a b'a ka foro labɛn ka kɛɲɛ ni sanji o de ye sɛnɛkɛla ɲuman ye ani fana mɔgɔ min bɛ nafa sɔrɔ a ka baara la o de ye sɛnɛkɛla ɲuman ye. Il y avait un manque crucial de formation parce que généralement toutes les formations destinées aux paysans, on a fait le constat que ces formations-là ne sont pas adaptées à ces paysans. Souvent on a des ingénieurs agronomes qui sont d'un niveau très élevé par rapport au niveau du paysan. Ils n'ont pas la didactique nécessaire. Il faut former les gens dans le sens que on ne doit pas détruire l'écologie. Donc vraiment, tout ce qu'on va montrer, tout ce qu'on va former à ces producteurs, ça va dans le sens de la régénération naturelle et de faire une agriculture biologique. L'appareil de formation agricole au Mali est le plus dense. C'était une des premières priorités à l'indépendance du Mali. Après, on est passé par les programmes d'ajustement structurel qui ont fait que cet appareil a été un peu abandonné. Il y a eu une amorce de reprise depuis l'adoption de la loi d'orientation agricole. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une jonction véritable entre le ministère en charge de la formation professionnelle et le ministère de l'Agriculture. Donc, quand vous dites que les formateurs actuellement utilisés ne sont pas forcément des méthodologues, des pédagogues, c'est normal parce que c'est des ingénieurs, des techniciens qui sont devenus des formateurs sans être passés par des formations en pédagogie ou autre. Quand 80% de la population est concernée par cette activité-là, au moins on développe sa stratégie par rapport au renforcement et au financement de cette activité-là. L'agriculture aujourd'hui n'est financée que par la Banque mondiale, par les partenaires extérieurs. Mais l'État lui-même, son apport aujourd'hui dans le développement de l'agriculture, elle ne représente absolument rien. Cette situation n'est pas tenable. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit, on ne peut pas s'asseoir et être dans une situation qui n'existe nulle part dans le monde. Parce que je pense qu'il n'y a pas un seul pays au monde où l'État a abandonné le secteur agricole et que ce pays ait atteint sa souveraineté alimentaire, sa capacité à s'auto-nourrir. Ça n'existe pas. Ils ne vont jamais aller dans le sens que nous on veut. Donc nous on a compris, on prend nos responsabilités, on fait une offensive en formant beaucoup de gens et on va transformer la réalité de nos exploitations avec cela. Le rôle du conseil communal, qui est l'organe de la commune, c'est de mettre à disposition des ressources ou faire de sorte que les partenaires au développement puissent s'installer dans la zone pour appuyer les paysans par le renforcement de la capacité ou par d'autres appuis. Avec le départ de l'État, naturellement, il fallait créer des systèmes permettant aux producteurs aussi de vivre dignement de leur activité. Alors, donc les organisations, d'abord, se sont structurées, ont créé des coopératives, des groupements, des fédérations, des unions, des plateformes. Aujourd'hui, à défaut de la non-présence rapprochée de l'État, les paysans avec leurs partenaires aujourd'hui, en tout cas, s'investissent énormément pour faire avancer les choses. Et je crois qu'il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, le niveau d'organisation du mouvement paysan au Mali, la forte mobilisation que ces organisations font auprès de leurs partenaires, aujourd'hui donne quand même de l'espoir.